Voilà, donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous accueillons pour ce nouveau webinaire de Bru Partners, le Conseil économique et social bruxellois. Voilà, je répète ce que je répète chaque fois, j'espère qu'à un certain moment je ne devrai plus le répéter. Ces webinaires, en fait, la tradition des débats de midi. Du Conseil économique et social. On le fait, voilà, on poursuit cette tradition par le biais de webinaires, vu les circonstances sanitaires. On espère, aussitôt que possible, vous réaccueillir en live avec des petits fours et un petit verre, au boulevard Bischofsheim. Mais en termes de, je dirais, de qualité de débat et de qualité de présentation, je pense qu'on n'y perd pas grand-chose. Et même en termes de présence au webinaire, je crois que finalement la formule a plus ou moins fait ses preuves. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'avenir des commerces bruxellois, avec deux invités. Le premier qui va parler, c'est Monsieur Benjamin Wayens, qui est logisticien de recherche. Il est maître d'enseignement à l'ULB auprès de Bruxelles, qui est le réseau d'études bruxelloises de l'ULB. Son exposé sera un petit peu l'exposé introductif, disons la mise en place théorique, appelons ça comme ça, enfin, les faits pertinents qu'il faut savoir. Et puis, pour le suivre, nous aurons, comment dirais-je, un exposé plutôt d'expérience, je dirais, par Marc Philipson, qui est le CEO des librairies Filigrane, je suppose bien connu de chacun d'entre vous. Chacun d'eux va parler pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, il y aura, comme d'habitude, un espace pour les commentaires, les débats, les questions-réponses, etc. Malheureusement, la formule du webinaire et le programme que nous utilisons ne permet pas beaucoup d'interactivité directe, il faut bien le dire. Je me permets de signaler ou de rappeler la procédure. Les questions, les commentaires, etc., que vous souhaitez faire, on vous demande de bien vouloir les écrire dans la rubrique questions qui apparaît normalement quelque part à droite de votre écran. Et donc, on se permettra de les répercuter auprès des orateurs. Si par ailleurs vous avez des messages à adresser éventuellement entre vous, on voit ça parfois, des gens papotent entre eux, mais surtout si vous avez des messages adressés, disons, au secrétariat par rapport au déroulé de la réunion, un problème technique ou autre, si vous voulez bien, alors utiliser pour ça le chat. Pour ce qui est du débat qui va suivre ou des questions-réponses, si vous voulez bien utiliser la rubrique questions, et pour ces questions techniques, si vous voulez bien utiliser le chat. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole au premier orateur, Monsieur Benjamin Wayens. S'il vous plaît, Monsieur Wayens. Bonjour à tous. Je vais donc avoir la difficulté d'introduire, je dirais, un débat sur un vaste sujet, et donc je vais essayer d'être pour cela le plus bref et efficace possible. Et donc normalement, vous voyez maintenant mon support visuel. Donc, lourde mission, on va dire, c'est à la fois de dresser un portrait des tendances, des enjeux bruxellois, et peut-être de proposer une série de thèmes de discussion sur lesquels on peut alimenter le débat, même si je n'ai aucun doute sur le fait que l'orateur suivant, M. Philipson, puisse également susciter des choses. Alors, l'idée de mon exposé va être structurée en quelques parties. Donc, tout d'abord, quand même, rappeler que le commerce n'est pas un secteur économique tout à fait comme les autres. Alors, c'est évidemment un secteur économique classique de l'économie, c'est avec une fonction d'interface entre la sphère de production et de consommation, au point tel que pendant le confinement, on en a jugé que certains étaient quand même essentiels, avec d'ailleurs les livres sont-ils essentiels, on pourra en revenir. Une activité marchande a priori non subsidiée et sans délégation explicite de services publics, avec une vraie obligation de rentabilité à court terme. Donc le commerçant, s'il n'y a rien qui rentre dans la caisse, la trésorerie se fait
très vite sentir, même si évidemment il y a des commerçants qui sont des parts entières de systèmes plus complexes dans lesquels le public peut être particulièrement présent. Alors c'est un exemple un peu particulier, mais pensez par exemple au secteur de la pharmacie. On a là quelque chose qui est à la fois de l'activité marchande, mais quand même très fort intégré dans des logiques publiques variées. Alors, ce sont des lieux un peu particuliers, puisque ce sont des lieux accessibles au public. Je dis bien accessibles, ce n'est pas un lieu public au sens premier du terme, mais ce sont des lieux accessibles au public, concentrés dans les espaces publics, c'est-à-dire souvent au bord d'une rue, ou même dans des espaces au statut un peu particulier. Vous prenez une galerie commerçante, on est de nouveau dans un espace un petit peu particulier. Alors, par exemple, ça pose plein de questions, maintien en question d'ordre public, de sécurité, que peut faire un garde privé, où peut intervenir la police. Vous voyez, des questions très urbaines qui peuvent tout de suite prendre une dimension particulière dans le cadre du commerce. Et alors, évidemment, c'est une activité qui touche la sphère privée et intime du consommateur, hein. Donc, je veux dire, voilà, on peut prendre le côté du pharmacien qui sait tout sur votre santé, mais j'ai envie de dire, si votre libraire fait bien son boulot, il a aussi une vague idée de ce que vous aimez, voire de ce que vous pensez. Et donc, on voit là qu'il y a évidemment aussi toute une série d'attitudes. Alors, on a souvent aussi parlé des questions de la gestion des données, de qu'est-ce que cachent les cartes de fidélité et les autres éléments comme ça. Donc, on voit que c'est un secteur d'activité finalement qui rentre chez vous quelque part de manière y compris très intime. Alors, beaucoup de fonctions, c'est pas un métier, c'est des métiers en fait. Alors déjà en se disant que ben voilà, entre j'ai envie de dire un supermarché, un coiffeur, un agent de voyage ou un libraire, oui, c'est du commerce, mais tout ça, ce sont quand même des métiers très différents derrière. Alors, on a des gens dont l'activité est finalement centrée sur un produit et son transfert ou sa transformation, d'autres qui vont être plutôt sur un service et donc ne vendent pas forcément un objet matériel. Un coiffeur, il a plutôt tendance à vous retirer des choses qu'à vous en rajouter. Et donc, on a quand même une extrême diversité là-dedans, avec quand même aujourd'hui, je veux dire, ben voilà, on est quand même je dirais, sur les points de vente, derrière les vitrines, on a aujourd'hui de plus en plus de services sans forcément transfert de biens ou de propriété de biens. C'est dans son activité quotidienne le ou les commerçants vont avoir évidemment toute une fonction logistique. Il faut remplir les rayons, il faut passer les commandes, il faut gérer le stock. Il faut évidemment gérer le stock, ça veut dire ne pas avoir trop de choses qu'on n'arriverait pas à vendre. Donc, ça veut dire qu'il faut concevoir un assortiment qui va sortir. Il faut le promotionner, donc il y a une action de publicité. Quand vous faites de la publicité, vous communiquez, vous utilisez les réseaux sociaux, mais vous avez aussi une fonction sociale. Vous faites de la publicité dans le lieu de vente, de la recommandation. Vous cherchez à satisfaire toute une série de besoins des consommateurs qui peuvent être des besoins primaires, manger, ou des besoins d'épanouissement, voire de plaisir. Évidemment, tout ça nécessite de gérer de l'information. Évidemment, le commerçant, il est quand même là aussi pour gagner des sous, ou en tout cas essayer de ne pas en perdre. Et donc, il doit gérer aussi toute une série de transactions. Je pourrais aborder toute la question du passage du cash à la monnaie dématérialisée, qui a eu beaucoup d'implications sur le fonctionnement du monde commerçant. Et évidemment, si tout va bien, notamment en fonction de ce qui est vendu, de ce qu'on a dans la caisse, on doit pouvoir réentamer son cycle logistique. Donc on voit que c'est une activité extrêmement complète qui, selon les magasins, est parfois exercée par la même personne qui fait tout, ou avec une certaine division du travail quand la taille de l'établissement ou quand la taille de l'entreprise grandit. Mais donc on voit là extrêmement beaucoup de métiers avec, il faut bien le dire, souvent exercé par un nombre très limité de personnes, donc un caractère multitâche et multispécialiste du commerce. Alors, on doute bien qu'en fonction des cas, ben voilà, la fonction logistique et la fonction d'assortiment, on a bien vécu comment ça peut être compliqué, hein, le fameux exemple du papier toilette, hein, dont on n'a jamais manqué dans les stocks, mais pas toujours dans le bon format et pas toujours au bon endroit, en était une belle illustration, y compris parce qu'on avait éventuellement une surproduction de papier toilette en gros rouleaux pour les entreprises et de sous-production de papier toilette en petits rouleaux quand on est confiné chez soi. Alors, le rôle social, évidemment, un magasin est aussi un lieu de vie sociale.
avec l'apparition de nouvelles normes, la distanciation, l'espacement, refaire la file à l'entrée, voilà, des nouveaux lieux de sociabilité aussi. Même à 1,50 m, on discute peut-être aujourd'hui dans la file, alors qu'avant on discutait peut-être dans le magasin. Et alors aussi, bien évidemment, le contact client qui s'est modifié et qui va probablement laisser quelques traces. Et ici, je remercie Pierre Kroll d'avoir si bien synthétisé toutes les évolutions tout au fil du dessin du confinement qu'il nous a fait, mais qui soulève aussi, je dirais, toute une série de questions. Le pizzaiolo qui nous demande ici à la pauvre dame d'emballer elle-même sa pizza, ben ça pose aussi un peu la question de tout ce service en magasin, de ce qu'on fait du côté du consommateur, du côté du commerçant et des éventuels shifts qui peuvent avoir lieu. Alors, le commerce à Bruxelles, c'est aussi quelque chose qui structure beaucoup les espaces. Les chaussées sont soulignées par la présence du commerce. Le centre-ville se distingue par la densité des rez-de-chaussée commerciaux, largement dans le Pentagone, mais aussi dans les faubourgs historiques. On va avoir quelques zones plus périphériques, pensons par exemple au Cora, ou même à la chaussée de Louvain, à Zaventem, ou même en dehors de la ville, en fait, quand on passe en voiture, les chaussées restent scandées par les grandes surfaces commerciales. Donc ça reste un élément assez fondamental du paysage, que ce soit en activité ou que ce soit par les traces de l'activité. Pensons aux cellules vides, voire même aux magasins reconvertis. Un des beaux exemples étant quand même le Old England, qui est devenu le musée des instruments de musique, mais qui reste une landmark à la typologie commerciale claire dans l'espace de Bruxelles. Alors, on voit, et j'ai déjà suggéré au travers finalement que le Covid a été aussi comme révélateur de toute une série de choses. C'est un secteur qui a des configurations et des reconfigurations en cours. Alors, tout d'abord, et peut-être pour quand même remettre les pendules à l'heure, les centres urbains, et particulièrement Bruxelles et les grandes villes belges, restent quand même des lieux de concentration extrêmement importante du commerce. Et Bruxelles reste de loin la ville où on a le plus grand nombre de commerces en Belgique. Alors, c'est évidemment proportionnel à sa position dans la hiérarchie urbaine. Il faut quand même souligner aussi le développement des périphéries. Et les périphéries, ça n'est pas que des commerces le long des chaussées, c'est aussi des pôles urbains qui se sont développés commercialement. Pensons à Waterloo, pensons à Wavre, pensons même à Louvain-la-Neuve sous certaines formes et avec des hybridations avec des systèmes. Donc on a là aussi un développement qui s'est fait largement au cours des 60 dernières années, aussi parce que la population des périphéries urbaines s'est développée. Donc il ne faut pas toujours voir le développement du commerce en périphérie comme juste une concurrence, mais aussi accompagner le déplacement du lieu de résidence d'une bonne partie des consommateurs, puisque, entre-temps, sur ces 60 dernières années, la périurbanisation a été quand même relativement importante en Belgique. Et donc aujourd'hui, il faut penser, je dirais, le commerce à l'échelle des zones urbaines, des aires urbaines, et ce qui, évidemment, dans le cas de Bruxelles, dépasse les frontières strictement régionales pour comprendre ce qui se passe. Voilà, je vous rappelle quand même qu'un des principaux pôles commerciaux, il est à Drogenbos, qui est quand même tout de suite à 10 mètres de la frontière régionale à Uccle. Alors, le commerce s'est aussi rétracté dans la ville. On avait du commerce un petit peu partout dans les zones denses, et on a perdu aujourd'hui, par rapport à 1950, environ 50% de l'effectif commercial à Bruxelles. Je dis de l'effectif, pas forcément de la surface commerciale. Donc c'est bien le nombre de magasins qui a été divisé par 2 et pas forcément les surfaces commerciales en elles-mêmes, puisqu'entre-temps, on a eu aussi le développement de magasins beaucoup plus grands. Et là, j'ai envie de dire, entre la petite librairie et le magasin de M. Philipson aujourd'hui, on est aussi dans ce processus-là. Et donc, on a une diminution du nombre de commerces et en fait une sorte de concentration spatiale du commerce sur des grands axes, mais aussi sur des plus grandes superficies commerciales, des plus grands magasins, qu'ils soient situés en ville ou qu'ils soient situés dans la périphérie de la ville. On a aussi une réorganisation, une diminution de la part de la vente de biens et une augmentation très significative des services.
Autre élément clé, c'est qu'on est dans un secteur qui se développe depuis finalement beaucoup d'années, où les superficies ont augmenté, qui est un secteur qui a connu une croissance spectaculaire depuis l'après-guerre, et même, on pourrait dire, depuis la fin du 19e siècle. Mais il faut bien se rendre compte que dans toute croissance, à un moment, on arrive aussi à une certaine logique qu'on appelle la logique des rendements décroissants. C'est-à-dire que même si on rajoute des magasins en plus, et en fait, dans ce cas-ci, si on rajoute surtout des mètres carrés en plus, le rendement individuel de chaque mètre carré va être de moins en moins bon. Et donc, un petit calcul rapide, plutôt macroéconomique auquel on s'était livré, c'était de voir, voilà, en gros, en moyenne, le chiffre d'affaires d'un magasin en 1961 en Belgique, c'était de l'ordre de 7 600 € du mètre carré. On a corrigé ça de l'inflation, tout comme il faut. Je dis bien, c'est bien une moyenne, tout secteur confondu. On n'est plus qu'à 5 900 en 2018. Et on se rend compte quand même que ce décrochage, je dirais, cette accélération de la diminution du rendement du mètre carré, il s'observe largement depuis les années 90 et a tendance à s'accroître. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour le moment, on est plutôt à une baisse du rendement des mètres carrés. Et donc, quand on crée des mètres carrés supplémentaires, ça ne veut pas dire qu'ils vont rapporter autant qu'avant. On est bien là dans cette logique des rendements décroissants. Et ces rendements décroissants, ils ont pu être compensés pendant tout un temps par la croissance démographique. Et je veux dire, pour le commerce en Belgique, heureusement que la Belgique est plutôt, et particulièrement Bruxelles, est plutôt dynamique sur le plan démographique, parce que, si vous voulez, la croissance démographique a un peu compensé la baisse de rentabilité du commerce physique. Des mutations aussi spectaculaires dans l'organisation du commerce. Sur la petite barre ici, vous avez en gros en orange clair et en vert clair, ce sont les commerces, enfin, les points de vente qui n'ont pas changé de type d'exploitation et de type de produits vendus. Et par contre, le brun foncé et les petites barres ici matérialisent en brun foncé l'accroissement en termes de magasins, mais qui est un accroissement qui est essentiellement le fait de succursalistes ou de franchisés, c'est-à-dire du commerce intégré, des gens travaillant sous des chaînes multi-enseignes, alors que le bilan négatif, il est lui essentiellement, c'est ce qu'on voit ici en dessous, le fait d'indépendants isolés, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni des franchisés, ni des succursalistes, et qui en termes d'effectifs sont ceux qui on voit là aussi toujours ce processus de concentration spatiale vers certains pôles dans les plus grands magasins, mais aussi concentration économique de plus en plus vers un commerce intégré ou à tout le moins organisé autour du système de la franchise. Tout ceci évidemment aussi lié à des questions d'économie d'échelle qui peuvent être mises en place et qui sont de plus en plus nécessaires, y compris par exemple aujourd'hui pour la présence en ligne. Alors, une des choses qui apparaît de plus en plus, et je dirais qu'un peu le fait que la question des loyers commerciaux était à l'agenda au moment du confinement, et ça ne s'est pas passé forcément très bien pour tous les commerçants, les dialogues avec les propriétaires, on s'est quand même rendu compte que probablement on est dans une phase où on a trop de mètres carrés en Belgique, et qu'évidemment, à minima, ça doit s'ajuster sur le niveau des loyers, mais probablement aussi par une diminution des mètres carrés, alors probablement une diminution qui sera loin d'être uniforme, qui va privilégier les meilleurs endroits par rapport aux moins adaptés au commerce, mais en tout cas probablement une diminution aussi, et c'est évidemment un gros mot que je n'ai pas encore beaucoup prononcé jusqu'à présent, puisqu'aujourd'hui une partie de ce qui se faisait dans des magasins ne se fait plus dans des magasins, notamment par la vente en ligne, mais aussi, et là je suis très heureux d'avoir M. Philipson qui est dans le domaine culturel comme second exemple, autour de la question de la dématérialisation de toute une série de biens. Pensez aux disquaires, peut-être encore plus qu'aux libraires, pensez aux vidéoclubs remplacés par Netflix et autres Amazon Prime. On a là évidemment aussi toute une série de services. On ne parle même pas du secteur bancaire également, dont une part des agences ont aujourd'hui disparu. Alors, ce que le Covid a aussi très clairement montré, c'est la dépendance d'un commerce urbain à toutes les activités qui se passent dans la ville.
c'est clair que tant qu'on n'aura pas les cols blancs qui regagnent les bureaux du centre-ville, et on sait que probablement que ce ne sera pas forcément le même nombre de jours par semaine avec le développement du télétravail et autres, on se rend bien compte que là, on a tout un écosystème qui était fait des repas de midi, du livre acheté sur l'heure du midi, voire de la paire de baskets essayée sur l'heure du midi, juste avant d'aller faire son jogging au Parc Royal. Voilà toute une série de liens clairs avec l'écosystème. Aussi, évidemment, avec certains commerces qui ont pu s'étendre sur la rue pour survivre en temps pandémique difficile. C'est toute la question des terrasses et de l'ouverture du commerce dans d'autres espaces que leurs espaces initiaux. Donc on voit là très bien que quand même ce commerce a besoin de l'espace public et plus largement des autres fonctions urbaines pour fonctionner. Alors, la pandémie, elle a surgi à un moment où le développement des nouveaux canaux de distribution, commerce en ligne, dématérialisation, mais aussi forme alternative d'achat, mais souvent appuyée sur des technologies numériques. Pensez au groupement d'achat, aux ventes directes par les producteurs, mais qui sont de plus en plus aussi médiées par des moyens électroniques. Je dirais que probablement que la principale leçon du Covid, et quand je discute avec beaucoup d'experts du domaine, ils me disent, ben voilà, ça nous a fait gagner 5 ou 10 ans dans le développement et de toutes ces applications. Et donc, le Covid aura vraiment, je dirais, accéléré la reconfiguration des canaux de distribution, mettant quelque part un petit peu sérieusement en question la forme de monopole qu'avait le commerce physique dans l'acheminement et la distribution des biens, mettant aussi très sérieusement sous tension certains. Je veux dire, Bipost n'a pas été loin de craquer plus d'une fois. On sait très bien que tout le secteur de la livraison est un secteur qui pose beaucoup de questions en termes de précarité de l'emploi, de qualité du service, de rentabilité économique de la livraison. Dès qu'on a un échec de livraison, les coûts deviennent importants, mais il y a toute une série de questions, sans parler même du coût environnemental de la chose. Objectivement, un camion bien rempli et remportant éventuellement des emballages, en termes environnementaux, est probablement à ce stade encore beaucoup plus efficace qu'une surparcellisation, une surdivision des flux de marchandises. Alors, commerce en ligne, voilà, il était déjà bien présent dans toute une série de secteurs où le bien a été dématérialisé. Et en fait, quand on analyse les choses, on voit que c'est dans ces secteurs-là que, par exemple, que les taux de disparition des commerces physiques sont quand même les plus élevés. Il y a toute une série d'autres secteurs où la pression est en hausse ou latente, où là, on n'a pas forcément encore des hécatombes, où on ne peut pas assimiler automatiquement les hécatombes au commerce électronique, mais on voit que quand même le commerce électronique fait déjà du tri, dans le sens que dans tous ces secteurs fortement soumis à une concurrence du commerce en ligne, le commerce organisé et franchisé s'en sort physiquement, y compris en termes de magasins, mieux que le commerce indépendant. On imagine bien, parce qu'on parle de plus en plus de la logique d'être présent à la fois en ligne et physiquement, mais tout ça a des structures de coûts, et il est évidemment plus facile de faire des économies d'échelle en mettant en place un site pour l'ensemble d'un réseau de magasins que pour un magasin tout seul. On aura l'occasion d'approfondir ces choses. Alors, tout ça m'amène un peu à une série de réflexions pour qu'est-ce qu'on pourrait faire pour alors moi je dis réadapter le commerce à la ville et la ville au commerce. C'est pour moi, il faut le faire dans les deux sens. Et je dis parce que fondamentalement, la ville, elle avait pour fonction initiale surtout le commerce. Les noms du centre-ville nous le rappellent, les noms des rues du centre-ville. Mais donc, je crois qu'il faut travailler dans les deux sens. Comment réadapter le commerce à la ville et la ville au commerce. Alors, une série de propositions qu'on a formulées avec une série de collègues dans le cadre d'une note parue dans Brussels Studies l'année passée. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut faire le bon diagnostic. On n'est pas devant un déclin du commerce, on est devant une reconfiguration profonde du commerce. Reconfiguration en termes d'acteurs, reconfiguration en termes de lieux privilégiés, reconfiguration en termes de canaux de distribution. Je pense que ce que nous a révélé le Covid et aussi une série d'évolutions, c'est qu'il faut absolument tenir compte de la population locale et de son potentiel. Pendant le Covid, on a vu que les commerces de seconde couronne ou des pôles de périphérie stockaient la
plutôt bien fonctionné, y compris pendant les phases de télétravail, on peut en discuter, mais voilà, quand on regarde en tout cas quelques chiffres de fréquentation, il y a des choses là. Et puis aussi toute une série de quartiers populaires, y compris à forte présence immigrée, continuent d'avoir une dynamique commerciale tout à fait spectaculaire. L'enjeu aussi, c'est évidemment qu'on se rend compte que la ville est dépendante pour faire vivre son commerce de la captation des flux, mais aussi peut-être de les retenir un peu plus. Les touristes et les navetteurs sont évidemment en tête de ma réflexion, mais les touristes, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il faut tout miser sur le tourisme international ou essayer de remettre en place un tourisme de proximité? Ça, ce qui a été très très clair pendant le confinement, c'est évidemment que, en tout cas, lors des 2 derniers étés, alors, je parle des vrais étés et des endroits où on ne s'est pas retrouvé sous l'eau, les espaces proches, ruraux, non urbains, s'en sont plutôt bien sortis en termes de tourisme de proximité, beaucoup moins bien les villes. Donc là, il y a probablement un vrai travail à faire. Les navetteurs, là, il y a un chouette enjeu, je trouve, par rapport au télétravail, c'est qu'une des motivations de venir travailler en ville, ça n'est pas que son lieu de travail, c'est aussi d'avoir des choses à côté de son lieu de travail, d'aller manger avec des collègues, de passer à la librairie sur l'heure du midi. Et donc, je dirais que probablement, y compris pour des entreprises qui ont peut-être du mal à faire revenir leurs travailleurs sur site, miser sur la carte environnement et en ce compris commerce me paraît capital, et particulièrement pour relancer certains quartiers à Bruxelles. Alors, ça veut aussi dire de mener une stratégie que j'appelle inclusive pour le numérique dans le secteur. Tout le monde n'a pas besoin d'une plateforme de vente en ligne, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un site web, mais par contre, il faut réfléchir à quel est le bon mode de présence euh, sur le net pour chaque type de commerçant. Et donc ça suppose quand même un travail qui n'est pas forcément le déroulement de marketplace standard, mais probablement un vrai travail en termes de formation continue des commerçants. S'il y a des commerçants qui ont peut-être juste besoin que leur menu soit correctement visible et d'être présent sur quelques plateformes, d'autres ont vraiment besoin d'avoir un vrai système incluant de la commande en ligne, de la livraison. Je pense qu'il faut absolument faire un peu une sorte de diagnostic de la diversité des besoins et puis de faire quelque chose de très inclusif, y compris en réfléchissant aux questions linguistiques à Bruxelles. Et les questions linguistiques à Bruxelles ne se limitent pas aux Français et aux Néerlandais, bien évidemment. Je crois qu'il faut un peu plus aussi mettre le commerce en avant en tant que acteur de la transition socio-environnementale. Aujourd'hui, c'est le commerce qui peut largement guider les comportements de consommation. Et donc, si on veut influencer sur toute une série de problématiques, il faut le faire avec le commerce. Alors, que ce soit autour de... Voilà, on le voit que le commerce a saisi la chose. Hein. Il y a toute une série, prenons le secteur du bio, qui s'est clairement développé de manière spectaculaire. Le seconde main, qui est aussi quelque chose de très important sur le plan environnemental. Tout ça, c'est des choses qui sont là. Mais pour le moment, je trouve qu'on ne reconnaît pas encore assez au commerce son rôle de quasiment, je devrais dire, pilote de la consommation et donc pilote de la transition socio-environnementale. Alors, je crois qu'il faut aussi... Bruxelles reste une ville où souvent les intérêts immobiliers passent devant les autres. Et donc là, peut-être qu'il faudrait rééquilibrer un peu le rapport entre, je dirais, faire de l'immobilier au service du commerce et pas l'inverse. Parfois, on a un peu l'impression qu'on veut bâtir une infrastructure ou quelque chose et puis qu'on va y mettre du commerce pour essayer de rentabiliser et payer l'infrastructure sans que ce soit forcément un endroit ou un lieu optimal pour le fonctionnement du commerce. Je crois qu'il faut renverser la logique, il faut avoir un immobilier qui permette de maximiser la rentabilité du commerce et non pas l'inverse. Alors là, je sais que ça fera probablement écho à certaines réflexions de M. Philipson, je pense qu'il faut inclure le commerce dans une politique de mobilité multimodale. Pour moi, on a clairement compris à Bruxelles, je pense qu'il y a la plupart des acteurs, que le problème n'est pas fondamentalement parquer ou ne pas parquer, mais que le problème est que différents types de commerce ont besoin de différentes manières d'être accessibles. Et quand je dis être accessible, c'est éventuellement avoir accès au parking d'à côté, avoir
un espace confortable pour circuler, être accessible aussi pour ses fournisseurs. On a des commerces qui sont dépendants de multiples petites livraisons. Je reprends mon exemple du pharmacien, c'est plusieurs livraisons par jour. Aussi, se dire qu'aujourd'hui, les commerces ne sont pas que des réceptacles de marchandises qui repartent dans les poches des clients, mais qu'éventuellement, aujourd'hui, les commerces peuvent être des lieux de redistribution, puisque on a le développement de ce qu'on va appeler le pick-up, qui est en fait de la logistique sortante des magasins. Vous avez commandé quelque chose dans le magasin, que vous venez, il arrive au magasin, ou il est sorti du rayon du magasin, on vous prépare le paquet et vous ressortez, ce qui veut aussi dire que les flux sortants des magasins sont devenus très importants et vont encore se développer. Et on sait déjà que ça pose des problèmes, par exemple sur le secteur des restaurants, avec tout le delivery. On a parfois des quartiers où on a comme ça des problèmes de stationnement des livreurs à vélo, des livreurs à mobilette, au milieu d'un piétonnier. Allez vous balader un petit peu du côté de la porte de Namur, vous verrez ça à certaines heures. Et donc, on n'est à la fois pas dans des bonnes conditions de travail pour ces livreurs, en même temps, c'est pas une utilisation optimum de l'espace public, et je parle même pas des conflits éventuels avec les circulations automobiles ou des transports publics. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment inclure réellement le commerce avec ses contraintes, écouter aussi, je dirais, décloisonner les expertises. Il n'y a pas une expertise de la mobilité et puis une expertise du commerce, il faut vraiment avoir. Ce qui renvoie probablement à établir ce que j'appelle un référentiel pour l'action publique. On sait très bien que les politiques sont menées dans différents domaines qui vont depuis l'environnement jusqu'à l'économie, qu'il y a des administrations spécifiques et on ne peut pas du jour au lendemain gommer toutes ces administrations sectorielles. Par contre, mettre en place un référentiel d'action publique, c'est-à-dire une sorte de référence sur lesquelles on se met d'accord et sur lesquelles devraient se référer en matière de commerce les différentes administrations, me paraît probablement quelque chose d'assez fondamental, d'autant plus que pour le moment, notamment vu la reconfiguration de l'implication régionale dans le secteur du commerce, très centré autour de l'aide à l'entrepreneuriat, on perd un peu une sorte de vue d'ensemble, je pense, de ce secteur et aussi de sa représentation. Alors, je ne vous cache pas qu'évidemment, à Bruxelles, ce style d'approche, c'est jamais facile. J'avais fait un petit tableau, c'est illisible et c'est normal, qui tentait de repérer toutes les compétences de qui en matière de commerce, et vous voyez que c'est évidemment un tableau qui est rempli dans toutes les cases ou à peu près, puisque, évidemment, des compétences très partagées sont là, et donc, quand je dis qu'il faut un référentiel, il faut vraiment un lieu où on puisse établir ce référentiel et puis que chaque administration puisse un peu rentrer chez elle et veiller à prendre en compte ces choses-là en matière de commerce. Voilà, j'ai été très très vite et je voudrais m'excuser auprès des auditeurs néerlandophones pour la vitesse qui n'a pas dû faciliter la compréhension, mais on va dire que le gros de ce que j'ai dit ici est notamment présent dans une note de synthèse qui a été publiée l'année passée dans Brussels Studies et qui, elle, heureusement, est disponible aussi bien en français qu'en anglais et qu'en néerlandais, donc y compris nos expats peuvent y avoir accès. Voilà, vous retrouverez, on mettra à disposition tous les endroits où vous pouvez avoir accès à ça. Voilà, désolé pour la vitesse. Non, merci beaucoup, Monsieur Waynes. Moi, je trouvais que c'était, en tout cas en français, ça passait tout à fait clairement. Je peux même dire que plusieurs de vos réflexions sont en résonance avec des choses que nous avons déjà entendues lors de ces débats du midi. Je pense en particulier à la nécessité pour la ville donc de s'adapter à des nouveaux phénomènes comme le télétravail, les téléconférences, etc. Donc la nécessité de fournir pas seulement des quartiers de bureaux avec tunnels, autoroutes, parking, etc., mais aussi donc un environnement en fait agréable qui incite les gens en fait à rester un petit peu plus longtemps que leurs heures de bureau. Donc ce sont des choses que nous avons déjà entendues et qui occupent beaucoup nos réflexions en tant que Conseil économique et social donc pour l'instant. J'ai également souri en voyant votre tableau avec la dispersion des compétences. Donc, le Brupartners a rendu récemment des avis sur la répartition des compétences en matière de santé et aussi en matière de personnes handicapées. En comparaison avec ce que nous avons dû découvrir, le tableau que vous avez présenté m'a paru en fait particulièrement lisible et logique. Donc, il y a des secteurs qui sont encore pires. Donc, à ce niveau-là, à Bruxelles.
Voilà, donc merci beaucoup pour votre exposé. Donc je me permets de rappeler à toute fin, hein, donc pour les gens qui nous auraient rejoints en cours de route, que si vous souhaitez prolonger le débat par des questions, des réflexions, etc., vous êtes invité à utiliser par écrit la rubrique questions qui apparaît normalement à la droite donc de votre écran. Donc, si vous avez des choses à communiquer donc au secrétariat, vous pouvez utiliser le chat. Et donc là, pour l'instant, je signale que je ne vois pas apparaître donc de questions ni dans l'une ni dans l'autre rubrique, mais donc il n'est pas trop tard donc pour l'alimenter. Donc je passe en attendant tout de suite la parole à donc Mark Philipson, qui, je le rappelle pour autant que de besoin, est le CEO donc des librairies Filigrane, qui je suppose va nous parler peut-être plus à partir de son expérience pratique donc de tout ce qui nous a été, de tout ce qui vient de nous être exposé. Monsieur Philipson, je vous laisse volontiers la parole. Merci, Monsieur Fasson. Ça ne va pas être facile parce qu'il y a un écho. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, merci, Monsieur Wayens. On se connaît, vous êtes client, et je vous remercie pour tout ce que vous avez pu dire. Mais malheureusement, c'est du technique et on est entre professionnels du secteur, je pense. Et pour ma part, vous n'avez absolument rien apporté de neuf. Ce sont des constats. Ce sont des constats, et merci pour ces constats, mais très honnêtement, moi, j'en ai ras la patate des constats. Il est temps d'agir et de réunir des professionnels du secteur. Donc, j'espère que là, parmi les participants à ce webinaire, il y a en plus des gens de chez Hub Brussels qui font un maximum, certains qui pourront bouger, nous écouter et écouter des professionnels. Je dis depuis le début, écouter les chefs d'entreprise, mais surtout ces chefs d'entreprise familiales, ceux qui ont fait leur entreprise, qui sont pleins d'idées et qui se battent pour la pérennité de leur commerce. Donc, vous avez été très, très clair et ma foi, je pourrais relever tous les points. J'en ai noté beaucoup. Je veux quand même insister sur une chose, puisque je vous remercie de m'avoir invité. Je suis CEO, mais je suis surtout géo. Je suis gentil organisateur, je fais tout pour qu'un commerce dans un quartier aujourd'hui presque mort, sans quasi plus d'accès, pour que les commerces vivent encore. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas encore, un commerce de destination. J'ai créé quelque chose, j'ai créé un commerce qui fait aujourd'hui, avec un rajout, puisqu'on a une petite brocante de plus de 3000 m², un lieu de destination où les gens viennent encore, non pas pour acheter du pain, de la viande ou des premiers besoins, mais pour passer du temps. Vous avez parlé de commerce essentiel. En effet, Filigrane est un commerce essentiel et nous avons tout fait et je me suis vraiment battu pour que les libraires restent ouvertes en Belgique et donnent l'exemple aux libraires français. Ça, c'est une parenthèse. Alors, comment faire aujourd'hui pour pérenniser? Alors, il y a des associations et ces associations ne sont pas écoutées. Donc, s'il vous plaît, le plus important au départ, c'est de nous écouter. Je ne peux pas dire plus que ça. Mon quartier est un quartier exceptionnel où j'ai pu créer, quand les Français nous visitent Filigrane, je leur dis, imaginez être à la Défense et imaginez qu'on ait créé un commerce à la Défense. Les gens viennent pour ce commerce. Alors, d'un Filigrane est parti tout un commerce. Vous avez aujourd'hui la rue du Luxembourg, la place du Luxembourg, vous avez toutes ces choses-là. Et donc, nous souffrons aujourd'hui, et c'est très important, et vous devez tous le savoir, nous souffrons bien entendu du Covid, nous souffrons des obligations, mais nous souffrons également de la mobilité. Alors, je suis le premier à applaudir, mais vraiment à applaudir et à remercier cette politique de rendre notre quartier et la ville de plus en plus accessible aux piétons, aux vélos et à ceux qui se déplacent en trottinette. Mais bon sang, il ne faut pas oublier que nous vivons également du Brabant wallon, des gens qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, vous avez pu également le lire dans toutes les statistiques, le chiffre d'affaires est en baisse, le retail est en baisse, et vous l'avez bien dit, Monsieur Wayens, et je suis dans un quartier avec des propriétaires très compréhensifs qui ont bien compris que si on veut rester dans le quartier, il faut diminuer les loyers. Mais il y a un avenir pour eux aussi. Eux doivent également gagner leur vie. Il faut vraiment trouver une solution. Alors aujourd'hui, Filigrane, c'est une centaine d'employés et ça fait depuis le début du Covid que je continue, que je me bats, que je suis heureux de travailler avec une équipe de passionnés, mais uniquement pour payer un salaire. Donc, il est temps qu'on rebondisse, qu'on réagisse.
Il y a plusieurs choses à faire. Vous avez parlé du commerce en ligne. Alors, nous avons, par obligation, quelques jours après, je prêche pour ma chapelle bien entendu, après le début de cette crise, nous avons créé un commerce en ligne, filigrane.be, en une dizaine de jours. C'est une histoire d'amitié, de fédération, je veux dire, tout le monde s'y est mis. En 10 jours, on a créé un site de vente en ligne. Et j'invite tous les commerces à créer ces sites de vente en ligne et à développer et surtout à s'adapter. Vous parliez d'adaptation. Les Français ont appelé ça le click and collect. Nous appelons ça le takeaway. Mais la facilité aujourd'hui, puisque vous le dites, est-ce que les gens ont envie de rester, de faire la queue à l'extérieur des commerces, d'être à 1,5 mètre, de mettre le masque, etc. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais on doit vivre. Eh bien, il y a cette facilité aujourd'hui, au-delà de la vente en ligne, de commander en ligne et de se dire, je vais dans un lieu que j'adore, je vais rencontrer des gens, je vais vivre, on a préparé ce que j'avais besoin, dans quelques quartiers que ce soit, je m'arrête, je prends, je reste, mais au moins ça c'est le commerce en ligne avec le takeaway. Et aujourd'hui, je fais partie de cette association, entre autres, qu'est le Brussels Exclusive Label, qui cherche des idées, qui cherche à renouveler, qui cherche à fédérer. Et il faut rendre ce commerce accessible, mais il faut surtout faire en sorte qu'il reste local. C'est à vous, messieurs, dames, qui nous écoutez, qui pouvez faire quelque chose. Nous sommes confrontés à un géant, le géant avec un grand A, ou alors le Bullwinkle hollandais, mais nous sommes confrontés à des géants qui ont un monopole et ce n'est pas un règlement de compte, mais nous payons nos taxes, nous avons zéro aide. Si vous voulez rentrer dans les comptes, mes comptes vous sont ouverts, nous n'avons reçu aucune aide depuis le début de la crise. Alors, une aide, nous en avons tous besoin. Moi, je demande une aide uniquement par rapport à ces métiers qu'on a dû créer. Nous avons maintenant des stewards d'accueil, des gens qui accueillent dans mon commerce, mais pas que dans mon commerce, dans tous les commerces, qui accueillent les clients, qui disent « Oh, pensez à mettre le masque, pensez à mettre le gel, etc. Ne restez pas trop longtemps, etc., etc. » Nous ne recevons aucun subside. Il y a création d'emplois et il y a bien entendu baisse de chiffre d'affaires. Alors, Monsieur Wayens, vous avez cité les librairies. En effet, les librairies ont profité du Covid. Les librairies sont restées ouvertes et les librairies ont explosé leur chiffre d'affaires, sauf moi. Mais de nouveau, je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis dans un quartier avec un chaland de 65 000 personnes que sont les communautés européennes qui reprennent petit à petit aujourd'hui avec des bureaux fermés. Donc, à moi de me réinventer. Merci de nouveau à tous les projets de Pascal Smet, de Elke van den Brand. J'ai aujourd'hui une terrasse et les terrasses pullulent. Et, excusez-moi, c'est peut-être pas le bon mot. Les terrasses explosent et c'est un bonheur que de se promener à Bruxelles. Je me suis promené du côté de Saint-Boniface, du côté de la place Flaget, du côté le quartier où je n'allais absolument plus. C'est fabuleux. Merci le Covid. Les gens vivent. On se croirait dans plein de coins de Bruxelles, on se croirait à Saint-Germain. Eh bien, alors des idées dans tous ces quartiers où il y a des commerces, on sent changer les heures d'ouverture. Puisque la ville vit de plus en plus le soir, eh bien, vivons le soir. Réinventons-nous. Il faut nous réinventer. Il faut accueillir différemment. Alors, une idée que j'ai soumise à Pascal Smet, peut-être qu'un de ses représentants nous écoute. Je dis à Pascal, ce serait une bonne idée, puisqu'aujourd'hui, l'avenue des Arts devant chez Filigrane, mais il y a plein d'endroits comme ça, est maintenant piétonnière vélo. Installons un kiosque, organisons des concerts, faisons des animations à l'extérieur. Il y a une fin de non-recevoir. J'ai été plus loin. Devant chez moi, j'ai une comment l'appelez-vous, une berne centrale, il y a des arbres. Alors, je demandais à mettre des chalets, à animer. Alors déjà, les écolos, ils ne sont pas fort d'accord parce que si on touche à une racine, si on touche à une feuille, si on touche à quelque chose, c'est dangereux. Donc, on a fait des études, on a tout fait. Je prends tout à mes frais. Je suis un commerçant endetté jusque-là, mais je prends tout à mes frais. Fin de non-recevoir. Je veux mettre des bancs, recevoir. Je ne peux pas mettre des bancs. Je veux simplement protéger la petite ceinture en mettant une petite décoration, en mettant quelque chose pour protéger un petit peu du bruit. Fin de non-recevoir. Donc là, vous qui nous entendez, s'il y a des sponsors, tant mieux, mais surtout, simplement une autorisation. Je sais que Julie de Hub Brussels nous écoute, je sais que Bruxelles nous aide, je sais que Hub Brussels a enfoncé les portes, nous souffrons d'un manque d'aide. C'est tout. Je vais reprendre mes petits papiers puisque je n'ai pas de PowerPoint et voir. Donc, le commerce et le acheter local, c'est à vous de nous aider. C'est à vous d'insister, c'est à vous peut-être de pénaliser et de faire en sorte
vous parlez de Bipost. Vous avez parlé de Bipost, M. Wayens. Bipost nous a sauvés, Bipost nous a aidés et puis a malheureusement été dépassé par les événements. Mais le commerce en ligne pendant cette période obligatoire était indispensable. Aujourd'hui, chacun rebondit comme il le peut. Filigrane a créé un commerce en ligne. Filigrane est probablement la seule entreprise, et je dis familiale, et la seule librairie à avoir créé la vente en ligne. J'ai voulu répondre à la concurrence. Sachez que les règles sont faites pour être respectées, mais quand j'ai voulu faire les frais d'envoi gratuits comme en France, j'ai été attaqué directement par le syndicat des libraires pour concurrence déloyale. Qu'on me donne un libraire qui a créé un site comme nous, je ne le fais pas pour entrer en concurrence, je le fais pour aider, pour dépanner. Pourquoi pénaliser des familles qui ne peuvent pas venir, qui achètent un livre à 9 €? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de leur faire payer 6 € de frais de port? Donc, à vous de réagir, à vous de trouver des décrets, à vous de trouver une aide. Je reprends mon pense-bête, excusez-moi. Nos commerces, et mon commerce en particulier, doivent rester un plaisir pour les clients, un plaisir pour ceux qui se baladent. Il faut pouvoir se balader un petit peu partout sans restriction, sans obligation. Alors, les règles sont là, et je ne dis pas que les règles sont faites pour être contournées. Mais aujourd'hui, il faut, j'insiste ce que j'ai dit au début, il y a le technique, il y a ce que M. Wayens nous a dit, nous sommes tous au courant. Ces tableaux, et merci beaucoup, sont tellement clairs et concis, mais il faut aller un petit peu plus loin. Il faut, s'il vous plaît, nous réunir. Je n'ai pas beaucoup de noms en tête. La famille Elson, Pierre Marcolini, Marc Philipson, c'est société familiale. Et, s'il vous plaît, parce qu'ils ont des dossiers en béton, quelques représentants du Brussels Exclusive Label, il faut nous réunir et écouter nos idées. Nous aider à appliquer nos idées. C'est très, très simple. Parce que je ne dis pas que toutes ces règles sont faites pour être contournées, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, Filigrane, c'est plusieurs points de vente. C'est bien entendu Filigrane Avenue des Arts. C'est Avenue Le Poutre, où on fait quasi le double du chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, attention, lieu à XL, on cartonne. Bruxelles, entre la rue de la Loi et la rue Béliard, je ne veux pas dire que c'est une catastrophe, on s'en sort, on va s'en sortir, mais ce n'est pas aisé. Les gens ont difficile à venir. Il y a quelque chose à faire pour est-ce qu'on peut l'appeler centre-ville, ce centre des communautés européennes. En dehors de Bruxelles, mes commerces fonctionnent. Mais je veux insister sur un dernier point parce que je n'ai pas envie d'être trop long. C'est que par la force des choses, j'ai organisé, j'ai fait vivre, et d'autres commerces peuvent faire la même chose. Mais nous avons cet avantage, commerce essentiel, de recevoir pendant toute la durée du Covid, je n'ai jamais reçu autant d'auteurs qu'en général. J'ai reçu jusqu'à 3 auteurs par jour. Pourquoi? Parce que les librairies étaient les seuls lieux qui pouvaient ouvrir et vivre. Avec mes 3000 m², je pouvais organiser des rencontres avec 50 personnes. J'ai donc organisé des concerts. Et de fil en aiguille, le théâtre public a également ouvert un petit lieu qui s'appelle le Public by Filigrane. Et figurez-vous que depuis mai, le théâtre public, maintenant il rouvre comme tous les autres théâtres, a reçu 16 200 spectateurs parce que le théâtre public était, entre guillemets, une librairie. Vous alliez dans une salle, il y avait des livres, c'était une librairie. Au même moment, vous vouliez organiser un concert aux Beaux-Arts, un concert dans une salle de 1800 places, il n'y avait personne. Donc tout ça demande réflexion, comment avancer, comment évoluer, comment faire en sorte de collaborer, c'est tout. Je pourrais en fait parler pendant des heures, c'est un bonheur que de pouvoir s'exprimer. Mon domaine est vaste, mon métier est formidable, je veux continuer à partager, je veux pouvoir profiter, vous parlez du prix Filigrane, vous parlez de toutes nos manifestations et surtout vous rappelez qu'aujourd'hui Filigrane est accessible en vélo, en trottinette et tout le quartier est accessible. Alors rendez ce quartier encore plus simple. Il y a devant chez Filigrane, je ne sais pas comment vous les appelez, les bars en métal, il y en a 6. Et il y a en permanence des vols. Et ça, c'est valable partout à Bruxelles. Donc, c'est bien, inciter les gens à venir et à visiter Bruxelles à bicyclette, mais aidez-nous également à avoir des parkings et autres. Je sais que ça se développe, mais voilà. Est-ce que je dois en rajouter? Je crois que je peux en rester là. Monsieur Pasterman, vous m'avez donné la parole. Je vous remercie beaucoup. Et je regrette peut-être de ne pas pouvoir développer toute l'analyse du professeur Wayens, mais il faudrait relever tous les points et j'aimerais vraiment, j'insiste, que vous organisiez en tant que président de Brut Partners actuellement des réunions de ceux qui sont concernés avec
quelques représentants vraiment qui ont pouvoir, qui peuvent vraiment décider et nous aider, mais pas avec des techniciens qui vont dire on va vous aider, on va le faire. J'ai vraiment assez de gens là qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont témoins, je sais qu'ils m'ont déjà entendu parler, je ne me plains pas, mais eux-mêmes sont surpris que quand on fait une demande officielle, qu'on fait les dossiers comme il faut, il y ait une fin de non-recevoir. Merci d'avance pour votre aide. Donc, merci, Monsieur Philipson. Donc, votre exposé aussi, en fait, est en résonance avec un certain nombre de choses auxquelles nous avions déjà réfléchi donc, de notre côté. Donc, bien entendu, en tant que conseil économique et social, oui, nous pouvons organiser donc, différents événements où, je dirais, les acteurs directs, les acteurs économiques directs, notamment, comme vous le disiez, les entreprises familiales, etc., donc, peuvent s'exprimer. Donc, bien entendu, en tant que conseil économique et social, nous exprimons avant tout donc par le biais de comment dirais-je, d'organisation, je dirais, donc BCI pour les employeurs, les unions de classe moyenne, etc. Mais je veux dire, ça n'empêche rien. Donc, par exemple, une série de choses que vous avez dites, donc notamment sur les horaires d'ouverture, il était question aussi du travail du dimanche. Nous avions en fait ouvert un petit peu ce thème-là avant que le Covid, justement, nous rattrape. Donc, ça fait partie des sujets que nous avons été amenés à mettre un petit peu entre parenthèses donc, dans l'urgence, mais que certainement donc, nous pourrons reprendre. Donc, nous allons un petit peu voir notamment au conseil d'administration, si nous pouvons rebondir sur certaines des questions que vous avez abordées. Je veux juste ajouter une chose, cher monsieur, parce que vous avez parlé du BCI, Comeos et tous les organismes. Des sociétés comme la mienne, Filigrane, n'a reçu aucune aide depuis le début de la crise parce que Filigrane est trop grand pour certains subsides et trop petit pour d'autres. Alors, je ne suis certainement pas le seul dans le cas, mais bon, force est d'être positif. Le malheur par rapport à une personne comme moi et un commerce comme le mien, c'est que si on n'est pas accueillant, si on n'est pas positif, si on n'est pas souriant, le chaland et les clients ne vont plus venir. Donc, nous sommes en permanence heureux. Nous sommes contents de vous accueillir. Mais je peux vous dire, là, droit dans les yeux, que c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. On a vraiment besoin d'aide. Voilà. D'accord. C'est tout. Ok, donc merci beaucoup. Mais ceci dit, ça m'inspire alors une autre réflexion. C'est que, donc personnellement, après m'être occupé d'autres choses à la CSC, donc ça fait maintenant quelques années que je suis les questions bruxelloises. Il y a effectivement, donc dans la concertation économique et sociale, donc des choses à développer, qui est la dimension sectorielle. Donc la dimension sectorielle donc de notre concertation. Donc c'est les relations entre les organisations interprofessionnelles comme BCI et donc les questions leurs représentants, je dirais, sectoriels. Ça vaut du côté des syndicats d'ailleurs aussi. Et inversement, donc apprendre effectivement au secteur à intégrer plus une dimension régionale bruxelloise. Donc nous avons en tout cas repéré l'enjeu et nous essayons vraiment d'y travailler donc en tant que Brupartners, en tant que conseil économique et social. Voilà. Donc, il est 13h24. Donc, dans la rubrique questions, en tout cas, je ne vois pas apparaître de questions. Et dans la rubrique, je vérifie dans la rubrique chat, bien que ce n'était pas son but, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je n'en vois pas non plus. Donc voilà, j'ai occupé un petit peu l'antenne, si j'ose dire, pendant quelques secondes. Pour, je peux dire encore un petit mot. Je peux dire encore un petit mot. Un petit mot. Je peux. Je n'ai pas entendu qui. Je puis encore dire un petit mot. Ah oui, bien sûr, oui. J'ai eu à mes côtés, j'avais parmi mes administrateurs un être vraiment un monsieur formidable qui a été professeur, que j'adore et qui maintenant malheureusement est dépendant, c'est Christian Lasserre, que beaucoup connaissent, qui a beaucoup aidé pour l'urbanisation à Bruxelles et autres, et qui m'a pris, il faisait des conférences partout dans le monde, et qui a pris Filigrane comme exemple de délocalisation. Tout en étant à Bruxelles, je suis dans un quartier où il n'y a pas de commerce, où tout peut encore se faire, où on peut encore créer des commerces, où le retail souffre bien entendu par rapport à tout ce qu'on a pu dire, mais ce qui va arriver et ce qui risque d'arriver par rapport à l'évolution et par rapport au manque d'aide que nous recevons, c'est peut-être une volonté, c'est carrément la délocalisation. Des commerces comme le mien qui font 3000 m², qui représentent quand même 15 000 clients le week-end, vont se délocaliser.
on va aller en dehors de Bruxelles et les gens vont nous suivre. Filigrane est une marque et prenez d'autres marques, je ne sais pas lesquelles, excusez-moi, je le ramène de nouveau à moi, mais les gens suivent les marques, les gens suivent le plaisir. Si on se délocalise, les gens suivront bien entendu. Alors on fait des toutes petites délocalisations dans certains lieux pour animer, mais il faut quand même tenir compte de tout cela. C'est pas un bel avenir, mais je vois pas beaucoup d'autres solutions si on n'a pas d'aide. L'autre chose que je voulais rajouter, j'ai complètement oublié, et j'ai décidé de ne plus attaquer, mais ça fait 2 ans que ma rue est devenue piétonne et vélo, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de signalisation. Et ce n'est pas que dans mon quartier, il y a une volonté délibérée de faire en sorte que les gens tournent en rond, de provoquer des embouteillages. Il n'y a aucune signalisation. Si vous faites l'expérience de venir chez moi en voiture, vous mettez l'adresse sur Waze, vous allez vous retrouver devant le magasin, puisque la signalisation ne dit pas « attention, la rue Guimard est fermée », et vous repartez sur la petite ceinture et vous êtes bloqué jusqu'à 45 minutes uniquement pour passer le feu de la rue Béliard. Voilà. Signalisation inexistante, parking qui pourrait ouvrir, qui n'ouvre pas, et attention à la délocalisation. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de chat, il fallait que je rajoute ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je veux dire, le répit ou le délai que nous a donné votre intervention n'a pas rempli davantage, en fait. La rubrique questions et la rubrique chat, ce qui, je pense, me permet de conclure ici ce débat du midi en vous annonçant que nous aurons fin octobre un autre débat, un autre webinaire. La date n'a pas encore été tout à fait fixée parce que nous devons bien entendu combiner ça avec les agendas des intervenants. Mais donc ça aura lieu à la fin du mois d'octobre. Et le titre qui pour l'instant est utilisé, c'est « État des lieux du rapprochement entre l'enseignement et le marché de l'emploi ». La vieille question, est-ce que l'enseignement est destiné à préparer au marché de l'emploi? Et si oui, ou dans une certaine mesure, est-ce qu'il y arrive actuellement? Donc, ce sera ça le thème, je dirais, de notre journée, de notre webinaire du midi, du mois d'octobre, dont la date sera communiquée, je suppose qu'Aurélie, incessamment sous peu. Voilà. À partir de là, je remercie une nouvelle fois nos 2 orateurs, M. Bayens et M. Philipson. Je vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine fois si vous le voulez bien. Je précise encore comme d'habitude que les présentations seront disponibles sur le site internet de Bru Partners à l'onglet débat de Bru Partners, et il y a également un replay du webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Bru Partners le plus vite possible, soit cet après-midi, soit demain. Voilà. Encore un tout grand merci aux intervenants et aux participants pour ce bel échange du jour. Un tout grand merci et au revoir, bon après-midi. Merci. Au revoir. Où je vais là?